Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de update lecture, en même temps ça faisait longtemps que j'avais pas tourné de vidéo avant la dernière que j'ai tournée, donc c'est logique. Globalement, aujourd'hui pour moi je vais tourner deux updates lecture, vous allez pas les voir à la suite, mais moi je vais en tourner deux. Et globalement ça va être mes lectures de février. Vous allez me dire, il serait peut-être temps Audrey de commencer à parler de tes lectures de février, c'est pas faux, hein, c'est pas faux. Et au milieu de tout ça, vous allez voir, il y a des livres qui traînent, des trucs qui traînent, qui étaient dans ma palle du Pumpkin, qui étaient dans ma palle du Cold Winter. Voilà. Parce que j'étais en retard. Et que fin février, je me suis mis à jour moi-même sur mes propres pales que je fais moi-même toute seule comme une grande. Oui, j'arrive à être en retard sur les trucs que je décide moi-même. Non mais on était à un stade fin février où c'était du grand n'importe quoi. Mais là, depuis début mars, je suis à peu près à jour. Je suis à peu près dans ce que je dis que je fais. C'est-à-dire que je fais ce que j'ai dit que j'allais faire, je lis ce que j'ai dit que j'allais lire au moment où j'ai dit que j'allais le lire. Non mais c'est bien aussi de respecter des fois les trucs, parce que là je m'éparpillais, c'était devenu n'importe quoi. Bref, on n'est pas sur un update lecture particulièrement positif. On a des livres que j'ai terminés, on a des livres que j'ai pas terminés, mais globalement c'est pas des lectures de ouf, même pour les livres que j'ai terminés. Hein, voilà, c'est parti. Le premier, c'est Le Puits des Mémoires, le tome 2, Le Fils de la Lune, de Gabriel Katz. J'en ai pas tant parlé que ça en vlog, j'ai juste dit que je l'avais abandonné, voilà. Parce que oui, je l'ai abandonné, j'ai abandonné la saga, je suis dégoûtée. En vrai, je suis déçue de moi-même et de l'auteur, et des personnages, parce que j'avais vraiment envie de lire cette saga, j'avais vraiment envie d'aimer cette saga. C'est comme un espèce d'univers à part, tous les livres de l'auteur et cette saga en particulier. Tout le monde aime et tout le monde kiffe, et moi je voulais bien rejoindre ce mouvement, vous voyez, cette espèce d'engouement de c'est génial, trop bien et tout. Et avec le tome 1, j'avais adoré, et là le tome 2, en fait je me suis lassée de l'histoire et des personnages. C'est dommage, vraiment c'est dommage. J'ai quand même été assez loin, hein. C'est 257 pages, voilà, plus le tome 1 que j'avais lu, donc c'est très rare que j'aille aussi loin dans une saga avant de l'abandonner. Bon, ça m'arrive aussi de l'abandonner à la moitié du dernier tome, vous me direz, mais bon, bref. Dans cette histoire, on suit trois hommes qui, c'est très compliqué à résumer, vraiment, c'est une des raisons qui a fait que j'ai abandonné, c'est que vraiment c'est trop compliqué. On a trois hommes qui au tout début du tome 1 sont enfermés dans des espèces de cercueils en bois sur une espèce de carriole tirée par des chevaux. À chaque fois j'ai la chanson dans la tête, là je viens du sud, si vous l'avez aussi, moi aussi je me la mets dans la tête toute seule en disant cette phrase, et si vous l'aviez pas, eh ben c'est cadeau. Bref, donc ils sont dans cette espèce de carriole. On est dans un monde de fantasy, et on est dans un monde de fantasy avec des chevaux, des épées, des cavaliers, des trucs comme ça, tu vois. Et la carriole a un accident, les gens qui conduisent la carriole tombent d'une espèce de falaise, et ça fait tomber les cercueils de la carriole. Et donc ils s'ouvrent un petit peu et les hommes se réveillent, parce qu'ils dormaient dans les cercueils, c'était pas bon, ils dormaient. Et donc ils se réveillent, ils sortent de là, et ils essayent de comprendre c'est quoi ce délire, c'est quoi ce bordel, tu vois, comme n'importe quel humain. Sauf que ils se rendent compte assez rapidement qu'ils n'ont aucune mémoire, c'est pour ça que ça s'appelle le puits des mémoires. En fait, ils se rappellent, ils sont capables de marcher, ils sont capables de parler, ils sont capables de... Voilà, ils ont le pack de base de la vie, tu vois, mais ils ont aucun souvenir de leur vie. Ils savent pas comment ils s'appellent, ils savent pas ce qu'ils ont fait, ils savent pas comment ils sont arrivés là, ils savent pas qui sont les autres autour d'eux, ils savent pas le nom des villes, ils savent rien, à part marcher, parler. Globalement, c'est tout ce qu'ils savent faire. Et donc ils vont essayer de comprendre ce qui se passe, comment ils sont arrivés là. Ils se doutent que s'ils ont été enfermés dans une espèce de cercueil et baladés sur une espèce de carriole, c'est qu'a priori ils ont fait quelque chose de mal ou quelqu'un leur en veut, donc quelqu'un est à leur poursuite. Donc on va les suivre dans cette espèce de quête de fantaisie, à savoir qui ils sont, qui les poursuit. Il y a beaucoup de questions. Qui ils sont, qui les poursuit, où ils sont, pourquoi on les poursuit, pourquoi on les a enfermés, qu'est-ce qu'ils ont fait. Il y a énormément de questions. Ils vont rapidement se donner des noms à eux-mêmes, parce que c'est plus facile pour s'appeler les uns les autres, c'est plus facile pour nous aussi, parce que sinon on est complètement perdus, tu vois. Et voilà, on les suit là-dedans. J'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, et le tome 2 m'a... En fait, dans le tome 2, il y a à la fois quelques réponses, mais en même temps, ça devient très compliqué parce qu'au cours du tome 2, ils croient découvrir comment ils s'appellent et qui ils sont, ce qui fait que maintenant, chacun des personnages principaux, ils sont trois, à deux noms différents pour être appelés. Chacun des personnages principaux a deux vies, celles qu'ils découvrent au fur et à mesure qu'ils ont fait, enfin qu'ils avaient avant, tu vois, et celles qu'ils ont depuis qu'ils se sont réveillés des cercueils, là. Enfin, vraiment, c'est un univers vraiment très compliqué, et en même temps, plus j'avance, je suis à la moitié du tome 2, maintenant j'ai Walton dans la tête avec plus j'avance. C'est bien, non mais bien. Plus j'avance, plus je grandis,
plus je comprends rien. Vraiment, c'est exactement ça pour la saga. Je suis désolée pour la citation, mais à un moment donné, c'est le cas. Et je me demande, à la moitié du tome 2, à plus de la moitié du tome 2, comment l'auteur va répondre à toutes mes questions d'ici la fin du tome 3. À chaque page que je tourne, j'ai 2-3 questions qui débarquent. Et aucune réponse, c'est pas possible. Au bout d'un moment, c'est pas possible. En fait, j'ai l'impression qu'on piétine. Pour moi, ce tome 2 est victime de la malédiction du tome 2, c'est-à-dire qu'on piétine. Il se passe pas des masses de choses. Tout ce qu'on fait, c'est rajouter des questions et des interrogations à longueur de page. Et il n'y a pas grande avancée. Alors ceux qui ont lu la saga vont me dire c'est pas vrai Audrey, ils découvrent qui ils sont dans leur ville, machin et tout. Oui, mais même ça, c'est pas suffisant. En fait, le peu de réponses que j'ai, ça me déçoit. Vraiment, ça me déçoit. Donc, au bout d'un moment, je l'ai dit en vlog, je me suis rendu compte que j'étais en train de lire ce livre, mais j'étais surtout en train de trouver n'importe quelle excuse pour faire des trucs dans mon appartement et me dire « Ah bah non, j'ai pas le temps de lire ». Vous voyez, ça me fait ça aussi, je me rends compte aussi que c'est le cas quand le matin, j'ai la flemme de me lever et que je me dis « Bah non, je peux dormir un quart d'heure de plus, tant pis, je lirai pas », parce que je crois que je l'ai jamais dit ici, je l'ai dit qu'en vlog, mais dans ma routine du matin, il y a un quart d'heure qui est consacré à la lecture. Voilà, faut le savoir, c'est comme ça. Et il y a des fois où j'ai la flemme. Et je me dis, bah non, je vais dormir ce matin un quart d'heure de plus et je lirai pas pendant un quart d'heure. C'est pas grave, tu vois. Et quand je fais ça à 3-4 jours de suite, en général, ça veut dire que le livre que je suis en train de lire, bah j'ai pas envie de le lire, vous voyez. Et pareil, le soir quand je rentre, j'ai, comme tout le monde en fait, j'ai mes habitudes, tu vois. Je rentre le soir, je bois un café, je regarde des vidéos YouTube, je monte une vidéo, je lis, enfin j'ai mes activités du soir, mes loisirs que je fais tout le temps. Et lire occupe beaucoup de temps dans ma soirée, tous les jours. Et quand j'en suis rendue à trouver n'importe quelle foutue excuse et faire n'importe quoi dans mon appartement, c'est pas la question que j'avais des trucs à faire à l'extérieur, non, je suis dans mon appartement, tu vois. Et j'en étais rendue à trouver n'importe quelle excuse, n'importe quelle activité, même nullissime, même un truc que j'aime pas faire, pour le faire et pas lire. Donc là, je me suis dit, ça sert à rien de m'acharner, je n'y arriverai pas. Donc j'ai abandonné le livre et la saga. Je suis d'autant plus dégoûtée qu'avant de me rendre compte de tout ça, j'avais déjà acheté le tome 3. Oui, ça c'est pour vous dire à quel point j'étais motivée, mais ça ne l'a pas fait. Donc voilà. La musique, c'est Be That For You de David Archuleta. Et je pense aussi que la musique m'a aidé à aller aussi loin. Parce que j'aime beaucoup cette musique, je la trouve très cool, mais là, voilà. Je suis déçue. Je sais pas si je vais lire autre chose de l'auteur parce que je sais que pas mal de livres qu'il a écrits, ça se passe dans le même univers. Et j'ai peur que si j'ai pas toutes les réponses ici et j'ai pas toutes les infos, je sois un peu perdue. Genre par exemple dans Aeternia, je sais pas si je peux lire Aeternia sans avoir terminé Le Puits des Mémoires. Et sans terminer jamais Le Puits des Mémoires. Si vous avez fait ça, dites-moi, parce que vraiment ça m'intéresse. Je savais qu'il valait mieux commencer par Le Puits des Mémoires que par Aeternia, mais je sais pas si je peux lire Aeternia sans avoir terminé Le Puits des Mémoires. Dites-moi si vous savez. Le deuxième pour aujourd'hui, c'est Pauvre âme en perdition, donc le tome 3 des réécritures des vilains Disney de Serena Valentino. Lui, j'en ai parlé en vlog, je savais que ce serait pas une lecture de ouf, mais j'ai vraiment très envie de lire le tome 4 et je suis incapable de lire le tome 4 ou le tome 5 ou le tome je sais pas combien d'une saga si j'ai pas lu tous les tomes d'avant. Donc, même si je savais que celui-là me plairait pas des masses, il fallait que je le lise si je voulais lire Maîtresse de tous les mots, qui est le tome 4 et qui est sur Maléfique. Donc, bah voilà, je l'ai lu. Franchement, pas ouf du tout. De base, j'aime pas Ursula. Enfin, vraiment, c'est pas un personnage que j'aime particulièrement. La petite sirène, c'est pas un Disney que j'aime particulièrement. Genre, par exemple, il y a beaucoup de Disney que j'ai re-regardé quand j'étais adulte, quand j'ai eu, je sais pas, 20, 22, 24 ans, j'en sais rien, tu vois. J'ai re-regardé Aladdin, je me suis refait tous les La Fée Clochette parce que j'adore La Fée Clochette. La Belle et la Bête, je l'ai re-regardé. Même Blanche-Neige, je l'ai re-regardé. La petite sirène, non. Parce que la petite sirène, vraiment, c'est pas un truc, enfin, vraiment, ça, je sais pas. J'ai pas d'affection particulière avec la petite sirène. C'est pas un dessin animé qui me plaît, c'est pas un personnage qui me plaît, c'est pas une. Bah, pas un truc. Genre, c'est pas que je déteste, c'est juste que ça me fait ni chaud ni froid, littéralement. Genre, vraiment, je suis là, ouais, bah, c'est pas ouf, tu vois. Donc, forcément, un tome avec Ursula, pas. En plus, je trouve pas Ursula particulièrement intéressante comme méchante. Enfin, je veux dire, entre Ursula et Maléfique, pour moi, il y a pas. Enfin, y a pas de débat, quoi. C'est-à-dire que Maléfique est complètement. Surpasse tous les méchants et Ursula est insignifiante pour moi. Je suis désolée d'être aussi violente dans mes propos pour tous les fans. Hein. C'est pas que je la déteste, hein, c'est pas que je l'aime pas, c'est juste que. Voilà. C'est pas ouf. Donc je l'ai lu. Le seul truc que j'ai apprécié, c'est qu'on a des liens avec les tomes 1 et 2 qui sont sur la méchante de Blanche-Neige et la bête. Le tome 1 c'est sur la méchante reine de Blanche-Neige et le tome 2 c'est sur la bête.
Voilà. D'ailleurs, le nom complet du tome 2, c'est l'histoire de la bête. Je savais que c'était pas que la bête, mais j'ai jamais retrouvé ça en vlog, donc je vous le dis là. Voilà, mais sinon, je suis là, tout ça, pourquoi elle demande ça à Ariel, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle fait ci, enfin... Voilà, comme c'est pas de base un univers que j'aime et un personnage que j'aime, j'avais pas envie et j'avais pas besoin d'avoir ces infos-là. Sur la méchante reine, j'ai beaucoup aimé voir tout ça. Sur la bête, j'ai adoré. Là, pas nécessaire pour moi d'avoir ces informations-là. Mais bon, je l'ai lu et du coup, je vais pouvoir lire Pauvre âme en perdition. Et non, pas Pauvre âme en perdition, Maîtresse de tous les maux, le tome 4 sur Maléfique et j'ai trop hâte. Ensuite, j'ai essayé de lire Falaise de Olivier Adam et je suis pas rentrée dedans. En fait, j'en avais parlé en vlog une fois, enfin, quand je l'ai commencé, puis après j'en ai plus jamais reparlé parce qu'en fait, il a traîné sur ma table basse. J'allais dire, il a traîné sur des semaines pendant ma table basse. Ça veut rien dire. Il a traîné sur ma table basse pendant des semaines. Ça, c'est français, c'est mieux. Et puis en fait, je ne l'ai jamais repris. J'ai pas envie. Voilà, ça ne... Voilà. Ça ne me fait ni chaud ni froid quand je lis ça, c'est une histoire très triste et qui peut être très touchante, mais moi ça m'a pas emballé plus que ça. En fait, on y suit un homme. En fait, ce que je reproche principalement au bouquin, c'est que c'est très flou. Et genre, le cadre au début est pas posé. Tu es dans la tête d'un homme qui réfléchit tout seul dans son coin et il réfléchit à son passé et des fois au fur et à mesure qu'il réfléchit, il y a des fois où il parle des trucs de son présent et donc du coup tu comprends où il est, ce qu'il fait et tout, mais vraiment c'est très flou. En gros, je vais vous donner le contexte parce que j'ai à peu près compris, il est en espèce de week-end vacances, je sais pas trop, au bord de la mer avec sa femme et son enfant. Je n'ai même pas réussi à savoir si c'était une fille ou un garçon, cet enfant, aucune idée. Et j'ai l'impression que pendant tout le livre, en tout cas au début du livre, il est debout devant la fenêtre, perdu dans ses pensées, et voilà. Et en gros, ce qui est écrit dans le livre, c'est le chemin de ses pensées, ce qui se passe dans sa tête. Et ce qui se passe dans sa tête, c'est qu'il se replonge dans son enfance, le début de son adolescence, quand il est venu au même endroit avec sa mère, avec ses parents, et que sa mère s'est malheureusement suicidée. Voilà, et donc on suit ça. Et moi j'ai beaucoup de mal à avoir d'empathie et à avoir d'affection pour un personnage qui me parle d'événements qui sont passés il y a 10, 15, 20 ans. Tu vois, je me dis, bah c'est trop tard, c'est fini, enfin... Qu'est-ce que tu veux que je fasse, limite, tu vois? Alors, à chaque fois je me fais la réflexion que même quand je lis un livre écrit au présent, je peux pas faire grand chose pour le personnage, je sais, mais je sais pas, j'ai plus d'empathie quand c'est un personnage avec lequel ça lui arrive au moment même, tu vois. Parce que là, ça fait 20 ans que sa mère s'est suicidée. Alors oui, c'est triste évidemment, mais bon, enfin. Enfin, je sais pas comment expliquer, je trouve ce décalage et cette distance trop importante pour que je m'implique dans ma lecture. Et du coup, bah voilà. Et ce livre, j'ai pas été très loin, hein, j'ai lu 35 pages, il en fait un peu moins de 200. Mais je pense que il est écrit comme un long monologue intérieur où il va se remémorer son passé, se remémorer son enfance, tout ce qu'il a ressenti et avoir lui-même du recul sur la situation maintenant qu'il est adulte, maintenant qu'il a lui-même un enfant, maintenant tout ça. Mais ça m'a pas emballé plus que ça. Peut-être que pour des personnes qui ont malheureusement vécu ça dans leur vie, ça peut leur aider, ça peut les aider. Moi, c'est Dieu merci, pas mon cas. En tout cas, pas une personne très proche de ma famille. Mais voilà, du coup, j'ai pas eu envie de le reprendre et de le continuer, donc je me suis pas forcée. On termine avec un livre, je ne sais même plus s'il était dans la palle du Pumpkin ou s'il était dans la palle du Cold Winter. Je pense qu'il était dans la palle du Pumpkin. Je crois même l'avoir commencé au mois de novembre, ou peut-être début décembre, je sais plus, ça fait très longtemps. Il est resté sur ma table basse pendant des semaines, pendant des mois. C'est une saga, je lis chaque tome très 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 lentement, je le sais, mais celui-là il a la palme, vraiment, c'était hyper long. J'ai mis des mois à le lire. Donc c'est quoi La roue du temps de Robert Jordan, donc le tome, c'est marqué 5, en fait c'est le tome 3 partie 1. Oui, c'est le tome 3 partie 1, donc le dragon réincarné. Il est très très long, ce tome, vraiment très 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 long. En fait c'est une dystopie j'allais dire, pas du tout. C'est une fantasy adulte qui date des années 80 je crois. C'est une très bonne fantasy, vraiment c'est très bien construit, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de... En fait, il y a un groupe de personnages et puis ensuite ils se séparent, ils se retrouvent, ils se reséparent dans d'autres groupes. Il y a plusieurs questions, il y a plusieurs réponses. C'est un univers vraiment très riche, mais vraiment très bien maîtrisé. Et à l'inverse du Puits de mémoire de Gabriel Katz, pour comparer du coup, en fait, on a toujours le même nombre
de questions. C'est-à-dire que tu pars avec, je sais pas, 5-6 questions, on va dire, je sais plus combien on a, tu vois. L'auteur va répondre à 2 de tes questions et il va en rajouter 2. Tu vois, ce qui fait que t'as pas une vingtaine de questions, parce que dans le pilier mémoire, au bout d'un moment, je suis à une trentaine de questions sans réponse et mon cerveau il n'y arrive plus, tu vois. Là, c'est pas le cas, en tout cas pas pour moi. Je trouve que l'auteur maîtrise mieux son nombre de personnages et toutes ces petites histoires qu'il développe au fur et à mesure. Vraiment, je trouve ça mieux fait, mieux écrit que Gabriel Katz. Je suis désolée pour Gabriel Katz, enfin bon, voilà. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal avec ce tome-là parce que pendant une énorme partie du tome, on n'est pas avec ce qui est pour moi le personnage principal. En fait, au début du livre, je vais peut-être commencer par vous résumer l'histoire, ça peut être utile. Au début du tome 1, on a 3 garçons qui vivent dans un petit village qui s'appelle Deux-Rivières, qui font leur vie tranquille, tout va bien. Et puis un jour, il y a une femme qui s'appelle Moran, je sais pas. Elle a un nom que j'ai mal lu la première fois que je l'ai lu, et maintenant je le lis toujours mal. Du coup, je sais pas comment elle s'appelle réellement. Je sais pas si ça vous arrive à vous en lecture, mais moi ça me le fait tout le temps. Bref, et donc elle débarque. Là-bas, il y a aussi une attaque de créatures cheloues, et cette femme a des pouvoirs. Ça s'appelle une Aes Sedai. Ça, je l'ai bien lu. Donc en gros, c'est une espèce de magicienne, hein, pour faire un raccourci. Et elle leur dit, vous trois, vous avez un destin particulier. C'est pour ça que le village est attaqué. En gros, c'est pour vous que le village est attaqué. Je peux vous aider, mais pour ça, il faut que vous me suiviez, que vous veniez avec moi. Donc les 3 garçons partent avec elle. Il y a aussi 2 jeunes filles du village qui vont quitter le village et les suivre. Et on a aussi 2-3 personnes qui sont avec la Aes Sedai au début. Et ça, c'est notre groupe de personnages du début, c'est notre situation de départ. Et donc après, ils partent tous ensemble, et c'est ce que je vous disais, ils vont se séparer, se retrouver. Voilà, il y a plusieurs groupes qui vont se former, se déformer, se reformer. Enfin, il y a même des personnages qui finissent par être tout seuls. Voilà, et on les suit un petit peu en alternance. Et nous, on a. En fait, c'est pour ça que nous, on a plus de réponses que chacun des personnages pris individuellement, parce que vu qu'ils se séparent, bah, eux, il y a des trucs qu'ils savent pas. Vous voyez, parce que le groupe A, il est parti, le groupe B, il est parti, le groupe B, il sait pas ce qu'a découvert le groupe A, mais nous, en tant que lecteur ou lectrice, on le sait. Vous voyez. Du coup, on les suit là-dedans. Et en fait, il y a... en gros, il y a un des 3 garçons. Les 3 garçons ont un dessin particulier, mais il y a un des 3 garçons qui va être vraiment très particulier. Donc le dragon réincarné, c'est censé être lui, un de 3. On ne sait pas lequel au début, je vous le dis pas, on l'apprend à la fin du tome 1. Franchement, moi je m'attendais à avoir cette réponse à la fin de la saga, mais pas du tout. Et pour moi, c'est ce personnage qui est le personnage principal. Et dans une grosse moitié de cette première partie de tome, on l'a pas. Il est pas là. Et en fait, on suit d'autres personnages. Alors, on suit des personnages féminins, ce que je trouve cool en fantasy adulte, parce qu'on a rarement des personnages féminins développés comme ça. On a rarement des personnages féminins qui ont un vrai rôle et qui sont pas définis en femme 2, fille 2, cuisinière, femme de ménage. Vous voyez, en gros, ça, c'est les 4 rôles principaux des fantasy adultes en général. C'est le cas dans le Pilier Noir. Il n'y a pas beaucoup de personnages féminins, vraiment. C'est pas une critique, hein, c'est une constatation. Bref, mais ici, on a des vrais personnages féminins. Donc la Aes Sedai, plus les 2 filles qui quittent le village et qui suivent les garçons là, elles ont des vrais rôles, elles sont vraiment importantes, elles sont pas juste là pour faire joli ou faire la lessive, vous voyez. Et on passe une grosse partie du tome avec elles. En plus, elles sont 3 parce qu'il y en a une autre qui les a rejoints, enfin bref. Et je les aime bien, c'est pas le problème, c'est juste que moi je voulais retrouver le personnage principal, je vais l'appeler comme ça parce que je veux pas dire son nom pour pas vous spoiler. Et on le voit pas. Et on le retrouve qu'à la fin, à la toute fin, voire pas du tout. Je sais même pas si on le retrouve à la fin. Alors après, les choses avancent et c'est quand même cool à lire, mais j'ai trouvé ça très très long. En fait, j'attendais de retrouver ce personnage-là et j'aurais vraiment repris ma lecture à fond une fois que je l'aurais retrouvé dans le livre, sauf que dans ce tome-là, en tout cas, ça arrive pas. Donc du coup, je suis un petit peu... voilà, j'étais un petit peu déçue, mais j'adore cette saga. Je vais lire le tome 6 dans pas longtemps, donc le tome 3 partie 2 dans pas longtemps, mais en attendant, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à lire cette première partie de tome. Après, ça reste une très bonne saga, hein. C'est vraiment une très bonne fantasy, c'est vraiment très cool. Pour moi, pour vous donner un ordre d'idée, et peut-être que je vais me faire taper sur le doigt pour dire ça, mais pour moi, c'est mieux que Le Seigneur des Anneaux. Ma principale critique au Seigneur des Anneaux, c'est pas qu'il n'y a pas de personnage féminin, même si c'est le cas, c'est les longueurs et le style de Tolkien. Je trouve le style de Tolkien d'une lourdeur, franchement c'est indigeste à lire, c'est terrible à lire. Là c'est pas le cas. Il y a des descriptions, on est en fantasy, clairement, mais c'est beaucoup plus fluide à lire que du Tolkien, vraiment.
Ah, j'avais une musique aussi, je vais vous la dire. C'est My Little Player de David Arcoletta. Je l'aime bien pour les fantaisies, mais voilà. Normalement, j'ai dit tout ce que je voulais dire dans cette update lecture. J'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est que si vous voulez réagir en commentaire, vous pouvez le faire. Moi, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.